Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Les chiffres sont tout de même assez inquiétants. Depuis la Covid, nos ados vont beaucoup plus mal, comme si cette rupture de vie les a bouleversés à tel point qu'ils n'ont plus de vrais repères. Certains se réfugient dans leur chambre, d'autres sont devenus addicts aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Les drogues, évidemment, en tout genre, sont également en nette augmentation. Enfin, les comportements à risque et les suicides sont de plus en plus fréquents. Et puis, il y a aussi tous ceux qui veulent changer de sexe. Et puis, enfin, à savoir que la sexualité des ados a baissé. Ils font beaucoup moins l'amour que leurs parents, voire même n'ont plus envie de faire l'amour et n'ont peut-être même plus envie de rencontrer l'amour. Donc, avec mon invité spécialiste des ados, Samuel Comblaise, je vous propose un petit tour d'horizon. On va déjà essayer de comprendre pourquoi les ados sont moins bien, pourquoi ils ne vont pas bien, et même si, bien sûr, il y en a quelques-uns qui, heureusement, vont bien. Et puis, on va essayer aussi de vous aider en tant que parents, à mieux les comprendre et puis peut-être à les soutenir. Venez témoigner, vous pouvez nous appeler. Et bien sûr, notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Samuel Comblaise. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Ouais, le bilan n'est pas très positif quand on a les chiffres. C'est quand même assez incroyable. Plus de 25% d'augmentation d'anxiété. Est-ce que, on a beaucoup parlé évidemment dans les infos depuis hier de la manifestation du 1er mai, est-ce que les ados vont beaucoup manifester ? Alors on dit que les jeunes se mobilisent beaucoup. Est-ce que les ados sont présents dans la rue ? Je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est peut-être une des raisons de leur mal-être, c'est que les adolescents sont très préoccupés par leur avenir. C'est vrai que la Covid, vous l'avez dit, a beaucoup bouleversé les jeunes. C'est une période, je dirais, l'adolescence où on a besoin de retrouver des repères. Et c'est vrai que la Covid leur en a fait perdre, plus qu'elle ne leur en a fait gagner. Pas de possibilité d'échanger comme avant et traditionnellement avec leurs copains. Des liens qui se sont détachés, puis une désorganisation sur le plan scolaire parce que il a fallu rapidement s'organiser. Et c'est vrai que tout ça, je pense, a contribué à beaucoup de bouleversements. Déjà, l'adolescence, c'est pas une période de la vie la plus simple. C'est une période de grands bouleversements. Ça veut pas dire que tout va forcément mal, mais c'est vrai qu'il y a potentiellement peut-être plus de risques de fragilité. Les troubles anxieux, vous l'avez dit aussi, ont toujours existé et sont toujours très présents dans les suivis en pédopsychiatrie, mais c'est vrai que depuis la Covid, moi je le vois auprès de mes patients, on a quand même une nette augmentation du nombre de jeunes qui consultent pour cela. Ça ne veut pas dire que tous ne vont pas bien, mais c'est vrai qu'on a quand même une impression d'un mal-être fluctuant qui a du mal à se dissiper. On aurait pu imaginer qu'avec la crise sanitaire qui s'arrête, on aurait des adolescents qui iraient un peu mieux. C'est vrai que ça tarde un peu à venir et il faut reconnaître qu'on a besoin d'être à leur écoute, de pouvoir les comprendre, de pouvoir leur redonner, je dirais, confiance en eux. Et c'est vrai que on a parlé du nombre de jeunes les problématiques de troubles anxieux sont très présentes. Et c'est vrai que les problématiques suicidaires sont aussi en augmentation chez les jeunes, avec des jeunes qui ont parfois l'impression que mettre un terme à leur vie sera aussi une façon de mettre un terme à leur souffrance. Et c'est vrai que les émissions comme celle que nous allons faire ont peut-être pour mission d'essayer de mieux comprendre, de pouvoir redonner du sens à cette vie, de pouvoir accompagner les parents, parce que un adolescent qui va mal, c'est une famille qui va pas bien. C'est aussi des difficultés pour pouvoir accompagner. On a souvent, je crois, en tant que parent, peur de mal faire. Donc souvent, on ne fait pas bien, on ne fait rien parce qu'on a peur que ça se passe pas bien. Je pense absolument. Ouais, je pense que il vaut mieux oser, quitte à être un peu maladroit parfois, mais oser mettre les pieds dans le plat, parce que sinon on remet à plus tard. Et puis à un moment, on se dit on aurait dû y aller plus tôt et c'est trop tard. Alors quand je dis même oser faire mal, je vais juste un petit peu expliquer pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, même si je pense que vous, Samuel Comblaise, vous comprenez. Parce que même si on fait mal, l'ado va pouvoir se rebeller et se poser en opposition justement à ce que le parent a fait qui ne lui convient pas. Tandis que s'il n'y a rien, ça laisse
laisse l'ado dans une sorte de brouillard et vous dites donner du sens. Oui, je crois que le moment de l'adolescence, c'est le moment où il faut commencer à voler de ses propres ailes. Et alors, dans quelle direction on va? Et c'est vrai qu'actuellement, avec les problèmes d'écologie, les problèmes, la guerre en Ukraine, les problèmes économiques, on peut se dire qu'en effet, il y a de quoi ne pas aller très bien quand on a 15-20 ans. Hein. Il y a plein de raisons d'être anxieux en tout cas, et puis de se poser des questions sur son avenir. Et c'est vrai que de réagir, ça apporte du cadre. Et c'est vrai que moi je trouve quelque chose qui revient très souvent dans les séances que je peux avoir avec les ados que je suis en libéral. C'est des jeunes qui manquent d'adultes qui les rassurent, mais qui les enveloppent comme si comme quand on prend un nourrisson dans ses bras pour le contenir un petit peu et l'apaiser. Eh bien c'est vrai que les ados ont besoin de ce cadre, même s'ils s'en défendent, même s'ils vont agresser ce cadre, parce que on le sait, quand on donne des limites à un ado, son plaisir va être évidemment d'essayer de contourner la règle qui lui est donnée, mais pour autant, même s'il la contourne, il a besoin de ça, parce que c'est grâce à ce cadre et à ce contenant qu'on va pouvoir réussir déjà à trouver ses propres règles, ses propres limites, et pouvoir avancer, et surtout se rassurer, parce que vivre avec une angoisse permanente, c'est compliqué, c'est pas un terreau je dirais fiable pour pouvoir construire un adulte qui ira bien après. Et on va parler évidemment aujourd'hui des signes de souffrance, mais pour moi je dirais qu'il y en a 3. Oui. Souvent les jeunes quand ils vont pas bien vont je dirais se arrêter de se nourrir de ce dont ils ont besoin, et sous à 3 niveaux. D'abord le physique, ils vont refuser de s'alimenter, ils vont mal dormir, ils vont négliger leur corps, parfois le maltraiter, donc ça c'est le premier point. Le physique, le relationnel aussi, ils se replient beaucoup sur eux-mêmes, ils s'enferment parfois dans les jeux vidéo, parfois dans des conduites pas vouloir sortir, voilà, aussi, pas vouloir être dans l'échange en tout cas. Et puis le dernier domaine aussi de restriction, c'est les apprentissages, avec des jeunes qui prennent de la distance vis-à-vis de l'école, qui ont des résultats en chute libre et qui parfois se déscolarisent vraiment complètement. Et c'est vrai que pour moi, ces 3 champs, si on sent qu'il y a quelque chose qui dure et où on sent qu'il y a vraiment un désinvestissement dans ces 3 domaines, je pense qu'il y a véritablement nécessité pour les parents, comme on le disait, de montrer qu'on s'inquiète, de leur dire que c'est pas quelque chose qu'on condamne, mais qu'au contraire on a envie de les aider, de pouvoir faire en sorte qu'ils arrêtent de se maltraiter eux-mêmes, parce que cette espèce de retrait et cette incapacité à avoir de la bienveillance pour soi-même, c'est une forme de maltraitance, et on a envie évidemment que les jeunes puissent avancer et grandir, je dirais, de manière paisible. Alors dans cette émission, Samuel Comblès, vous le savez, on parle beaucoup de sexualité. Je voudrais quand même juste aussi vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance actuelle en nette augmentation des ados qui considèrent qu'ils ne sont pas dans le bon sexe? C'est une mode? C'est une libération de quelque chose qui était très tabou? Alors, ceux que moi je peux avoir rencontrés me donnent l'impression que l'idée de changer de sexe leur donnera la possibilité d'être plus heureux. En tout cas, c'est souvent ce que j'entends, c'est que à partir du moment où cette transition aura été opérée, ils seront enfin dans le corps qui aurait dû être le leur dès la naissance, et il y aura un mieux-être. Je dois reconnaître que je peux pas franchement dire que dans l'après-coup, j'ai systématiquement des jeunes qui reviennent me voir avec cette espèce de promesse qui leur a été faite, ou qu'ils se sont eux-mêmes fait, de pouvoir espérer des lendemains meilleurs. Alors, c'est toujours délicat de parler de mode, parce que je trouve que le sujet va au-delà d'un simple phénomène de mode, même si c'est quelque chose qu'on entend. Et en tout cas, c'est vrai que ces possibilités qui sont offertes aux jeunes de pouvoir changer de sexe sont beaucoup plus courantes qu'il y a encore quelques années. Ce que l'on voit aussi, alors un peu plus à l'étranger qu'en France, c'est des jeunes qui ont changé de sexe et qui reviennent au sexe initial, ce qui montre bien qu'il y a quand même quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Mais il est évident que moi je suis tout à fait ouverte à ce qu'on permette à quelqu'un de changer de sexe, ça me paraît évident, mais en même temps, je pense, vous parliez du cadre tout à l'heure, est-ce que de ne plus mettre de cadre sur justement l'identité sexuelle, c'est pas aussi un risque? Oui, et puis je trouve aussi que l'idée, c'est peut-être plus que de
donner trop rapidement ou trop facilement la possibilité aux jeunes de changer de sexe et de pouvoir aussi lui permettre de trouver un cadre dans lequel il va apprendre à s'apprécier lui-même, à pouvoir tout simplement considérer que ce que la nature lui a offert, c'est son capital, et que c'est à partir de ce capital-là qu'il va devoir avancer dans la vie. C'est pas toujours facile, on n'est pas forcément toujours content de ce que la puberté nous a donné, et on aurait envie d'en changer, mais je pense que le vrai enjeu, c'est de pouvoir se dire, c'est ce corps-là, et comment je peux le valoriser, comment je peux l'appréhender, l'apprivoiser, et plutôt que de se dire que c'est dans le changement qu'on va pouvoir être plus heureux. Moi, c'est vrai que, encore une fois, mon expérience me convainc pas complètement de cela. Merci en tout cas déjà de toutes ces informations, Samuel Comblèze. On continue avec la question du harcèlement. On en parlait d'ailleurs la dernière fois que vous étiez venu. Oui. C'est Lionel qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblèze est avec nous, spécialiste des questions des ados. Je rappelle que vous pouvez, sur cette application, le 3018, trouver une aide si vous êtes victime de violences numériques, par exemple. Et justement, le harcèlement, on en avait parlé, je crois, la dernière fois que vous étiez venu. Pas je crois, je suis sûre. Samuel Comblèze, et Lionel veut revenir sur ce sujet. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Comblèze. Bonjour. On vous écoute, allez-y Lionel. Écoutez, moi je suis en plein dedans, avec ma petite de 16 ans. C'est vrai que pendant le collège déjà, elle avait eu en fait une copine qui était extrêmement manipulatrice. Et bon, comme ça arrive à tous les ados, c'est pas non plus un drame. Mais elle en a beaucoup souffert. Tout ce que vous avez décrit, Monsieur Comblèze, sur la perte d'appétit, sur la négligence, sur les chutes des notes, nous on était vigilants à ça avec mon épouse. Et c'est vrai que c'est très flagrant, hein, surtout chez un ado. Un ado, c'est transparent, quoi. Ça se voit presque instantanément. Ça s'est réglé, donc du coup elle s'est quand même endurcie parce que elle avait quand même réussi, c'est elle qui avait clos la relation. Et là elle a eu un copain depuis, elle avait un copain depuis quelques semaines qui était plus âgé qu'elle, parce que ma fille a 16 ans, il avait 22 ans. Moi personnellement, j'ai pas grand chose à dire dans la mesure où il était correct et qu'il n'y avait pas de soucis. Je surveillais de loin, on va dire, pas trop être intervenant. C'est compliqué en fait de se greffer dans une relation comme ça, c'est extrêmement complexe. Parce que vous voulez intervenir, et puis en même temps, faut qu'elle vive sa vie aussi. Moi, j'ai eu que des copines qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Mon épouse, elle est beaucoup plus âgée que moi. Ma fille, son copain, mon autre fille, son copain est plus âgé qu'elle. Donc bon, donc du coup, c'est pas choquant en soi. Si ce n'est que, il s'est avéré qu'il était quand même extrêmement, je vais pas dire manipulateur ni pervers narcissique, parce que c'est des mots qui reviennent quand même un petit peu trop, je pense. Voilà. Si ce n'est qu'il cochait quand même pas mal de cases avec la suppression de ses amis, la suppression de ses contacts. Et du coup, ça a été quand même très compliqué parce que il a fallu lui pointer en fait à plusieurs, c'est-à-dire mon épouse, moi, ses amis. Il a fallu lui pointer quand même que la relation était toxique pour elle. De par tout un tas de trucs, et malgré ça c'était quand même très compliqué, c'est extrêmement complexe de trouver les mots, de ne pas se rendre trop interférent avec la relation, mais en même temps ça reste votre enfant, donc il est tout à fait hors de question que ça dérape et que ça abîme l'enfant, donc voilà, donc on en est sorti, elle a bien compris, elle a bien pointé, heureusement d'ailleurs, et elle en a pris conscience, donc c'est pas mal, mais c'est vrai que j'aurais aimé en fait avoir plus de clés pour l'aider peut-être plus amont. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je sais pas. En tout cas, la relation est terminée là aujourd'hui avec ce garçon. La relation est terminée, mais vous voyez, on en a encore parlé il y a 2 jours parce que lui il refaisait des tentatives, parce qu'en fait c'est plus ou moins moi qui ai clos le truc, parce que lui n'arrivait pas à lâcher. Et elle avait beau lui dire non, il revenait toujours à la charge. Puis le problème, c'est que quand vous savez où placer les mots pour faire basculer quelqu'un, et qu'il y a encore un peu quelque chose, c'est facile de faire basculer une ado. C'est sa première vraie relation, c'est sa première. C'était vraiment son premier amour entre guillemets, voilà. Donc du coup c'est vous en tant que parent, vous avez assez peu de poids finalement pour trancher. Et finalement c'est moi qui l'ai aidé sur sa demande à clore le truc, c'est-à-dire est-ce qu'elle le quitte voilà, on en envoie le merdeux. Mais alors c'est quoi votre question précisément? Parce que vous avez bien réussi en fin de compte, ce que vous avez fait visiblement. Je pense que je m'en suis pas si mal sorti, mais c'est vrai que la question surtout que moi que je me posais, c'est est-ce qu'on aurait pu intervenir plus amont.
et avec quelle méthode peut-être plus pertinente, parce que c'est vrai que on se retrouve un petit peu démunis, je trouve, surtout dans ces cas-là. Donc est-ce qu'il y a une manière, en fait le truc c'est est-ce qu'il y a une manière peut-être plus de toute façon moi j'écoute Brigitte Lahaie depuis des années pour ça, pour pas faire de conneries. Ça vous réussit bien visiblement. Ouais, non mais c'est pour pas faire de conneries. Non mais en fait c'est vrai que en tant que parent, bien souvent moi en plus j'ai eu 2 filles et je voulais pas faire trop d'erreurs, parce que des conneries j'en ai fait, c'est sûr, et je voulais pas faire trop d'erreurs, et je sais que la relation fille-père est quelque chose de très important. Je voulais pas faire trop d'erreurs, donc j'écoute Brigitte depuis que mes filles sont là, donc depuis maintenant longtemps, et c'est vrai que ça m'a permis quand même déjà à travers des invités comme vous d'avoir des réponses. Mais c'est vrai que là moi je rentre dans une phase finalement d'adolescence où j'ai pas eu le souci avec ma grande, mais j'ai le souci avec elle, et il me manque encore, je me rends compte qu'il me manque encore des clés, en tous les cas peut-être. Alors, quelle clé vous pouvez donner à Lionel? Alors, d'abord, vous rassurez quand même sur le fait que vous avez su protéger votre enfant, et je pense que c'est quand même ça le travail principal des parents, c'est de pouvoir faire en sorte que les enfants ne soient pas dans des situations qui les mettent en difficulté. Est-ce que lorsque la relation a commencé, vous avez pu on parlait du cadre tout à l'heure, mais peut-être des règles de la façon dont les choses devaient se passer? Est-ce que ce garçon pouvait dormir chez vous, par exemple, avec votre fille? Est-ce qu'il y avait des heures précises de retour le soir après les sorties? Est-ce que vous avez pu en parler un petit peu? Est-ce que votre fille sentait qu'il y avait quand même si elle avait 16 ans et qu'elle peut avoir une certaine autonomie, mais il y a quand même nécessité d'une certaine surveillance de votre part parce qu'elle reste une mineure et que vous avez obligation de veiller sur elle? Est-ce que ça a pu être dit? Parce que j'ai l'impression que en fait les choses sont arrivées, se sont un peu imposées à vous, et que du coup vous avez été spectateur sans pouvoir jusqu'au moment où vous avez découvert qu'il était manipulateur, sans pouvoir donc dire quelque chose, intervenir et interpeller sa prudence. Non, moi les règles chez moi il y en a. Moi je m'estime pas quelqu'un de strict, mais il y a des règles quand même extrêmement carrées à la maison. Au même titre, quand ma grande elle a rencontré son copain qui avait 6 ans de plus qu'elle, j'ai fait la même démarche au final. Moi, je suis allé le voir quasiment tout de suite pour voir qui déjà était cette personne, déjà pour commencer. Parce que il y a quand même un écart d'âge, et à ces âges-là, c'est quand même un peu il faut pas que ça déconne de trop quand même. Donc du coup ça s'était très bien passé, c'était un jeune très bien, et voilà, et je pense qu'il a plus l'âge de ma fille dans sa tête d'ailleurs que l'âge réel qu'il a. Et pour ma pitchoune, j'ai fait exactement la même chose. Le merdeux, je suis allé le voir. Ma fille, elle savait très bien que les règles sont extrêmement encadrées. Hors de question de dormir à la maison, bien évidemment. Avec des heures de rentrée, bien évidemment. Enfin pourquoi pas, c'est votre libre. Non, mais c'est votre libre arbitre. C'est vos règles en tout cas, et c'est ça qui ont été appliquées. Je dis juste que pour les autres, c'est pas forcément une obligation. Tout à fait. Mais les règles étaient très claires. C'est ça que je veux dire. Les règles étaient très claires. Donc vous avez juste veillé à ce que ça se passe bien, et dès que vous vous êtes rendu compte que ça ne se passait pas bien, vous êtes intervenu. Finalement, vous avez fait exactement quasiment, parce qu'en fait, si vous voulez, sur les premiers temps, mais ça c'est le mode de fonctionnement encore une fois, je suis désolé d'utiliser le terme, mais c'est vrai qu'il a coché tellement de cases que je suis obligé de le dire, d'un pervers narcissique, quelqu'un de relativement manipulateur, avec l'éloignement de ses amis. Il lui a fait supprimer énormément de contacts. Quand je dis énormément, il y a peut-être 500 contacts qui ont disparu instantanément, une jalousie vraiment extrême, et parallèlement en fait tout un tas de trucs où elle était valorisée, mais elle était valorisée pour lui, mais dès qu'elle faisait un truc elle était rabaissée. Donc en fait moi c'est plus des micro trucs comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille. Peut-être plus un jaloux un peu pathologique que forcément un pervers, mais enfin qu'importe. Et puis qui exerçait une forme d'emprise sur votre fille, et heureusement que du coup vous avez été un œil bienveillant extérieur, parce que quand on est sous emprise, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est justement parce que quelqu'un de l'extérieur peut nous faire prendre conscience de quelque chose qui se passe qu'on peut s'en sortir, et c'est visiblement ce que vous avez fait. Mais c'est compliqué parce que la relation se met en place. Donc en fait, vous sur le moment, le temps que la relation se mette en place, au début, c'est tout beau tout rose. Vous savez, il n'y a jamais de souci au tout début. Et puis vous interférez pas. Moi, je surveillais d'un œil discret, on va dire, mais on n'interfère pas. Et puis en fait, c'est plus une gradation dans le temps. Vous voyez qu'il y a des trucs qui se mettent en fait à déconner un peu. Mais la relation est déjà installée. Et donc c'est d'autant plus compliqué de réintervenir en fait sur des relations qui sont un petit peu installées comme ça. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai pas été assez vigilant?
temps? Est-ce que je sais pas, est-ce que je trouve très dur avec vous, Lionel, parce que franchement, votre fille va bien aujourd'hui. J'imagine qu'elle a tiré les leçons de cette expérience et qu'elle sera certainement peut-être plus vigilante et prudente à l'avenir. Et je dirais que votre mission de parent, elle a été remplie. Votre fille, elle fait des expériences, des fois bonnes, des fois moins bonnes. Voilà, on aurait espéré que ça se passe autrement, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Et aujourd'hui, elle va bien. Donc, non, mais en fait, je suis dur avec moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je lui ai serré la main, ce merdeux, tout de suite. Et moi, j'ai l'habitude. Moi, je travaille dans le bâtiment et généralement, je travaille avec des mecs. Mais en fait, moi, je juge quelqu'un vraiment. Alors, ça va peut-être vous paraître très con, mais c'est pas grave. À la poignée de main. Et il a eu une poignée de main extrêmement mollasse et moite. Ouais. Et sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mec encore? Qu'est-ce que c'est que ce machin qu'elle m'a ramené? Et en fait, si je m'étais fié vraiment à mon premier avis, à mon tout premier avis, j'aurais mais Lionel, on peut pas faire ça, en fait. Non, vous ne pouviez pas, il fallait la laisser faire son expérience. Oui, mais en revanche, vous étiez là en ange gardien, vous avez veillé et vous êtes intervenu dès que vous avez senti qu'il fallait intervenir. Et vous avez eu raison de ne pas parler de la main, du serrage de main, parce que je pense que votre fille aurait peut-être été apeurée, et puis c'était le petit copain de votre fille et pas le vôtre, donc c'était normal aussi de lui laisser vivre l'expérience. Mais oui, et puis elle aurait peut-être été en réaction contre vous. Et ce serait peut-être... Non, je crois que là, franchement, allez, on vous donne 9,5 sur 10 parce qu'on ne peut pas non plus vous donner 10, hein, mais... Bon, ça va, alors j'ai pas fait de conneries. Soyez rassurés. Et je trouve que même vous avez agi au bon moment avec la bonne dose d'intervention et ça a appris en tout cas à votre fille que la relation amoureuse n'est pas une relation forcément toxique et dangereuse, mais parfois, oui, on peut tomber sur des gens qui nous portent préjudice. Merci beaucoup, Lionel. On va se quitter un court instant, puis nous retrouvons notre Sexy News Soisic Belin qui va nous parler d'une icône. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Comblès, nous retrouvons Soisic Belin qui va nous parler d'une icône. Mais qui est cette icône? Oui, aujourd'hui je vais vous parler d'une icône et pas n'importe laquelle. Elle est mythique pour tout un tas de raisons. Ses mensurations, d'abord 92 cm de tour de poitrine, 46 de tour de taille et 84 cm pour les hanches. Bah oui, vous l'avez compris, avec ses mensurations inhumaines, cette idole n'est autre que la poupée mondialement connue qui fait en réalité 29 cm, Barbie. Créature estampillée Mattel, basée à Los Angeles, créée en 1959. On pourrait la croire dépassée, disparue, avec le nombre incalculable de jouets mis en rayon chaque année, dont la durée de vie est de quelques mois à quelques années tout au plus pour les plus chanceux. Mais il n'en est rien. La poupée mannequin a dépassé le stade du jouet pour devenir une icône de la pop culture, habillée par les plus grands noms de la mode, Yves Saint Laurent, Balmain il y a peu. On pourrait être jalouse, mais il n'en est rien. Peinte par Warhol à l'image d'une Marilyn ou d'une boîte de soupe Campbell, Barbie est connue à l'international. À la fin des années 90, Mattel atteste de plus d'1 milliard de poupées vendues. Aujourd'hui, 58 millions de poupées sont vendues chaque année. Alors pourquoi je vous parle de Barbie aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle fête ses 64 ans, qu'elle a su évoluer avec son temps, se décliner, s'adapter au corps qui change, aux nouveaux métiers, parce qu'elle s'est libérée, comme l'a fait la femme moderne. Elle a su renoncer à ses mensurations inhumaines pour davantage de réalité, sans prendre une ride. Faut pas exagérer non plus. Hein. Ah bah si, c'est pas... C'est... Alors... 46 de tour de taille, 84 cm pour les hanches, 92 de... C'est pas commun. C'est pas commun, mais c'est pas inhumain. Enfin, oui, mais alors c'est très rare. Alors c'est pas inhumain, mais c'est très rare. Oui, bien sûr. Non, voilà, et on l'a érigé en modèle, donc j'imagine que... laissez-moi finir ma chronique, Brigitte. Mais vous avez raison, c'est pas totalement inhumain, mais c'est quand même rare. Bon, en tout cas, elle a su renoncer à ces mensurations rares pour davantage de réalité, sans prendre une ride. Je vous mets au défi de me trouver une Barbie mature. Il n'y en a pas, hein. Tout comme il n'y a pas de Ken mature, rassurez-vous. Mais Ken n'étant qu'un accessoire de Barbie, au même titre que sa maison, son camping-car, sa voiture et son cheval, cela paraît plutôt logique. Donc Barbie fête ses 64 ans avec 3 actualités qui la mettent sur le devant de la scène. Un film à venir avec Margot Robbie et Ryan Gosling, réalisé par Greta Gerwig, en salle le 20 juillet, intitulé Barbie. Alors, je n'ai pas encore vu le film, hein, mais je peux d'ores et déjà dire bravo à la production de nous avoir offert un Ken, un vrai Ryan Gosling, hein, pour oublier celui que nous avions eu en jouet, qui ne faisait pas rêver du tout. Et
Donc, autre actualité, une nouvelle venue, une Barbie prochainement commercialisée, la toute première Barbie trisomique. En effet, Mattel a contacté la Société nationale du syndrome de Down, nom américain donc pour la trisomie 21, pour demander assistance lors de la conception de cette nouvelle poupée qui est censée être davantage inclusive, avec un physique qui a été travaillé dans ce sens, des oreilles plus petites, un nez plus aplati, un visage plus rond. Est-ce que ce sera inclusif ? Nous verrons ça plus tard. Enfin, en tout cas, je trouve que l'initiative... Si, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non, je pense qu'il faut la notifier, quoi. Bon, après, c'est très marketing, certes, mais bon, on le notifie quand même. Et on verra combien ils en vendent. Oui, on verra. Mais je crois qu'elle est en série limitée. Hein, oui, voilà. Il vaut mieux. Bon, non, mais c'est vrai, personne n'ose rien dire. Attendez, bon... Continuez. Oui, voilà. Et donc, la dernière actualité, un documentaire intitulé Et Dieu, créé à Barbie, réalisé par Julie Delettre et Gabriel Garcia et produit par Bangoumi et France TV. Il revient, ce document, sur la success story de ce jouet créé par Ruth Handler et Elliot Handler. Une histoire de famille, nous dit-on. Ruth a 2 enfants, Barbara et Kenneth, Barbie et Ken, mais une histoire de famille qui devient un succès international. La particularité de ce documentaire, c'est donc cette façon de disséquer cette marque, enfin Mattel et cette poupée, en alternant les témoignages de personnalités, Zaya, Nicky Doll, Lio, Frédéric Bell, Olivier Roustan, Ariel Dombal, Mathilde Carton, qui n'ont pas tous et toutes le même avis, le même rapport avec cette fameuse poupée. Une poupée qui va, au moment de sa sortie, donc en 1959, opérer un changement radical, puisque Rousse propose aux petites filles non plus un poupon qu'il faudra materner, mais une poupée, certes taille réduite, mais qui évoque la femme, donc le futur. Une femme au regard vide et au physique idyllique, inspiré de Jane Mansfield, mais qui permet aux petites filles donc de se projeter, de libérer leur imagination. Moi, personnellement, j'en ai eu plein des Barbies, j'y ai joué assez longtemps, une vingtaine à peu près, qui sont toutes encore en très très bon état. Et ces poupées me permettaient d'échafauder des scénarios multiples et variés. Comme une série, je les faisais interagir entre elles. Et à la question, donc, cette poupée serait-elle féministe ? Question posée dans le documentaire. Les avis divergent, évidemment. Pour Lio, il n'en est rien, alors que pour Ariel Dombal, il est question d'une femme forte. C'est ce modèle qui est proposé aux petites filles avec Barbie. À la question, Barbie véhiculerait-elle l'image de la femme objet ? Personnellement, je n'ai jamais eu l'impression de ne pas être féminine ou d'être assez ou pas féminine parce que je ne ressemblais pas à Barbie. Quand au contraire, Frédéric Bell clame son amour pour la poupée au point d'avoir voulu lui ressembler. À ce propos, des influenceuses ayant pris Barbie pour modèle sont nombreuses. On nous montre le cas de Lolota Bella, qui après 2 opérations des seins, une du nez, se lance dans une restructuration de la taille pour se rapprocher de ces fameuses mensurations. Barbie, presque inhumaine. Barbie inculquerait-elle le fameux mantra « Il faut souffrir pour être belle » qui a bercé des générations de petites filles ? Je pose la question. Et puis, derrière la poupée en plastique, il y a cette firme américaine qui est là pour faire du fric, soyons honnêtes, et qui multiplie les collaborations pour rester pour rester dans le coup. Une entreprise Mattel qui ne se prive pas de procès. Lio raconte comment sa chanson dans laquelle elle s'amuse avec Barbie en racontant le suicide de la belle blonde, perdue en amour, aurait attisé les foudres de cette pudibonde entreprise ricaine. Barbie est une jeune fille douce, qu'on se le dise, heureuse, joyeuse, elle n'a pas d'idée noire, elle est parfaite. Comment pourrait-on associer son nom à un suicide ? Vous trouvez ça délirant ? Moi aussi. Alors je vous laisse jeter un œil à ce documentaire disponible sur les plateformes de France TV. Il est disponible en streaming jusqu'au 5 septembre. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez retrouvé votre âme d'enfance là, pendant quelques minutes. Mais oui, parce que en fait, j'en ai plus d'une vingtaine en fait. Si je suis sincère avec vous, collectionneuse. J'ai une malle remplie de Barbie. Non. Mais pas collectionneuse dans le sens où elles ne sont pas dans leur jolie boîte. Non, je comprends bien. Elles ont été utilisées. Vous les gardez. Mais je les garde parce que ça fait partie d'une espèce de patrimoine. Oui, mais c'est votre nostalgie. Mais c'est 20 fois la même alors du coup. Ah non, j'en ai plein de différentes. Elles étaient très différentes. Moi, j'en ai très peu joué au Barbie. Des pommades, des asiatiques. C'est ça, oui, d'accord. Okay. Mais moi, je voulais juste dire une chose. Quand un succès est aussi long, parce que 64 ans de succès, c'est pas anodin. Ça veut dire que ça correspond à un inconscient collectif. Moi, je crois qu'il faut arrêter de tout le temps vouloir disséquer avec sa propre interprétation. Moi, je pense que, je dis toujours quelque chose qui dure 1 an, 2 ans.
c'est assez éphémère et ça peut répondre à juste quelque chose de la société. Mais quand ça dure sur 64 ans, moi je pense que ça répond à un inconscient collectif fort et que toutes les petites filles, enfin pas toutes bien sûr, mais beaucoup de petites filles ont rêvé avec ces poupées Barbie et tant mieux. Et enfin je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord. Puis c'est vrai que c'est une société qui fait comme toutes les sociétés pour faire de l'argent, mais c'est une société aussi qui a su évoluer. Preuve en est une Barbie qui porte la trisomie 21. Ça montre que quand même c'est une société qui essaie d'être dans l'air du temps et de répondre peut-être aussi aux questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui, de pouvoir inclure toutes les personnes, quelle que soit leur situation, les maladies dont elles souffrent, etc. Donc c'est vrai que on peut leur reconnaître ça, en tout cas, d'essayer d'être dans l'air du temps et de pouvoir offrir des outils qui font, des jouets qui font rêver les petites filles et qui continuent à les faire rêver même quand elles sont devenues adultes. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. En tant qu'homme, j'aurais plus de remarques concernant le compagnon de Barbie, et c'est vrai que est un peu inexistant. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être le moins valorisant dans l'histoire. Il est apparu dans l'après-coup, bien après, je crois. Oui, exactement. Oui, comme le petit ami de Barbie, parce qu'il fallait justement pouvoir créer des histoires encore plus, et donc ça permettait. Oui, c'est vrai qu'une Barbie seule avec une maison, un cheval, oui, dans la société en plus des années 60, 70, tout est fort replacé dans son contexte. Évidemment, il fallait un homme, et donc il y a eu le compagnon de Barbie, et puis il y a eu tout l'attirail. Il y a eu la sœur de Barbie, la petite sœur de Barbie, les bébés. Moi je trouve ça assez. Il y a des enfants. Oui, il y a des enfants aussi. D'accord. Je me posais la question. Il y a des enfants. Il y a même Barbie en fauteuil roulant. D'accord. Ça, je ne savais pas, j'ai découvert en tapant Barbie, en regardant les nouveautés. Effectivement, il y a Barbie en fauteuil roulant. Non, c'est... Après, c'est discutable, effectivement. On peut... Mais tout est discutable. Bon, on vous laisse avec vos petites poupées Barbie. Voilà. Sois-y, Merci en tout cas. Patrick est avec nous maintenant. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à vous et à votre invité. Bonjour. Merci d'être là pour répondre à 3 questions intimes, et puis vous en poserez une après à Samuel Comblaise. Première question, Patrick, puisqu'on parle des ados. Vous aviez quel âge pour votre première fois ? 14 ans. 14 ans, donc vous étiez en effet très très jeune, bien en dessous de la moyenne. Après, j'ai beaucoup passé de temps avant ces 14 ans à passer des moments plus d'intimité sans aller au sexe directement, qui est mes copines du non, il n'y avait pas de reproche dans mon argumentation. Je suis mis sur le tard par rapport à vraiment la pénétration, on va dire. C'était longtemps d'une approche tendre, câline, et des jeux sexuels. Mais quand vous parlez de 14 ans, c'était le premier flirt ou la première... Non, les premiers coïts, on va dire. D'accord, oui, donc qu'est-ce que ça aurait été si vous n'aviez pas mis beaucoup de temps? Ouais. Oui, c'était vite une approche très plaisante. D'accord, écoutez, très bien. Et donc, deuxième question, est-ce que vous aimez regarder des films pornographiques? J'ai eu une période, début que j'ai rencontré mon épouse, on était assez attirés par ça pour redonner de l'imagination, et de l'époque du porno chic, et puis ça s'est vite passé. Ça s'est vite tassé. Bon. Oui. C'est quoi du porno chic? Du Marc Dorcel, j'imagine. Non. Je connais pas trop oui, avec ça, c'était plutôt des personnages habillés de manière très élégante. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, chic, oui. d'accord. Marc Dorcel. Oui, chic, c'est ça, dans le style vestimentaire principalement. Quoi. D'accord, ok. Bien qu'on les garde pas longtemps dans ces films-là. Hein. Oui, c'est ça. Il me semble, c'est ça là qui est intéressant d'ailleurs. C'est que le début du film qui est intéressant d'ailleurs. Oui. Donc en fait, ce que vous n'aimez pas, c'est la pornographie un peu brute qu'on trouve maintenant sur Internet, je suppose. Moi, je vais mettre en garde en fait, faut pas l'intérêt. D'accord. Bon, on va vous poser encore une question, puis après vous pourrez poser vous-même la question. Dernière question, à part dans un lit, où est-ce que vous aimez faire l'amour, Patrick? À part dans un lit... milieu insolite, vous voulez savoir ou N'importe, insolite ou pas. Si c'est votre baignoire, ça me va. Hein, je sais pas moi. Ça n'a pas été le mieux. C'est vrai qu'un lit, c'est quand même. Oui, c'est bien pour ça que je dis à part dans un lit. Sur une moto. Sur une moto. Dites donc, si vous aimez le confort.
Je sais pas comment vous faites. Hein. Différent parce que je sens que vous avez envie de me faire dire des choses un peu originales. Donc, Moi, je veux rien du tout. Je pose mes questions. Vous êtes timide, Brigitte. Vous n'osez pas me dire ce que vous voulez me demander. Ben si, enfin. Bon, alors, qu'est-ce qui est, si vous voulez que j'ose, je vais oser. Quelle est la pire chose que vous ayez faite sexuellement? Allez-y. La pire? La pire, oui. La plus vicieuse, la plus terrible, la plus extravagante. La plus extravagante, je sais pas, plusieurs, dans un endroit improbable, pour un nouvel an. Et c'était où cet endroit improbable? Dans un sauna. Dans un sauna. Oh, c'est pas très improbable, hein. Bon. Plusieurs. Bon. Bon, eh ben écoutez, merci de la réponse en tout cas. Vous pouvez poser une question à Samuel, allez-y. Par rapport au sujet Barbie, je l'ai senti très interloqué par tout ça. Est-ce qu'il pense qu'une Barbie psy pourrait des fois faire un tabac pour Martel? Une Barbie psy, c'est ça que vous avez dit? Oui. Ouais, alors je sais pas, pour écouter les petites filles leur parler de tout ce qui leur passe par la tête. Oui, j'étais interloqué parce que j'étais intéressé surtout par la rubrique de Swazik et c'est vrai que j'ai appris des choses, mais non, je trouve ça. Bon, d'abord, je suis psychologue de l'enfant et de l'adolescent de formation et donc forcément tout ce qui a trait aux jouets me semble extrêmement important parce qu'on l'oublie, je trouve un peu trop de nos jours, c'est que les enfants, leur principale activité devrait être de jouer et c'est par le jeu qu'on apprend à grandir, à s'inventer des histoires, à développer son imaginaire, etc. Donc Barbie est un excellent moyen pour les petites filles et les petits garçons, parce que je pense qu'on peut être un petit garçon évidemment et jouer au Barbie, c'est pas un problème. Donc je trouve que le jeu aujourd'hui il perd un peu de sa présence dans les familles modernes, on se tourne un peu trop rapidement, je trouve, vers des écrans, vers des tablettes numériques, etc. Alors ça peut rester un jeu, mais je trouve que c'est moins comment je dirais favorable pour le développement de l'enfant parce que c'est une tablette en 2 dimensions, c'est plat, il y a pas forcément le même usage pour les enfants. Donc non, moi je trouve que Barbie c'est une très belle invention et tant mieux que ça se poursuive depuis 64 ans et que les choses avancent, mais je pense même qu'on devrait davantage pour les mettre dans les mains des petites filles et des petits garçons, encore une fois, parce que je pense que on peut s'inventer plein d'histoires et c'est un peu comme ça qu'on apprend la vie, en s'inventant des choses qui se passent et c'est vrai que les garçons sont tout souvent cantonnés à des jouets de petits garçons et les filles malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et même si on a l'impression d'être dans un mouvement très moderne où on se dit que non, on parlait tout à l'heure de transgenre et que les sexes qu'on peut sortir de ces espèces de représentations et de symboles, de stéréotypes un peu passés, mais s'agissant des jeux et notamment des poupées, je trouve qu'on est quand même encore très rétrograde et les petits garçons n'ont pas le droit de jouer aux poupées, ce qui est quand même assez dramatique. Donc je suis pour les poupées Barbie et pour les poupées Barbie pour les garçons. Voilà. Merci Patrick en tout cas. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause et on retrouve Valérie dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Comblaise, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. On revient sur justement le mal-être des ados. Avec vous Valérie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Alors donc du coup moi je vais vous apporter mon témoignage concernant mon fils aîné. Ouais. Donc maintenant qui a 24 ans, donc on va dire s'est sorti un peu de cette situation, mais qui a vécu l'adolescence, je pense, d'une manière assez compliquée. Avec du harcèlement déjà qui s'est passé au collège, des difficultés en fait à se retrouver dans le groupe, à avoir des problèmes de communication, de pas savoir comment prendre les autres, et du coup avoir un sentiment d'échec et beaucoup de doutes, on va dire, sur ses capacités. Sur le fait de grandir, de savoir ce qu'il voulait faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'en serai capable, je suis nulle, j'y arriverai jamais, en fait déjà des choses comme ça.
Alors ça, c'est des sentiments assez fréquents au moment de l'adolescence, mais ce qui est intéressant, c'est que plus c'est marqué, plus en effet, c'est ceux-là qui vont être harcelés. Si c'est marqué, si ça dure dans le temps aussi, parce que c'est vrai que c'est une notion aussi dont il faut tenir compte. Mais comme le dit Brigitte, c'est vrai que c'est des idées assez classiques, peut-être même, j'aurais envie de dire nécessaires, parce que quand on se pose des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont nos doutes, etc., on apporte aussi des réponses, et c'est ces réponses qui vont nous faire avancer. Mais visiblement, pour votre fille, ça a été plus compliqué. On va vous laisser continuer. Valérie? Oui, alors c'est vrai que le harcèlement a été compliqué au niveau du collège parce que il était harcelé pour plusieurs choses. Déjà physiquement, on va dire, il avait des rondeurs. Il n'était pas habillé avec les dernières marques parce qu'on estimait que avec son père, c'était pas ce qui lui permettrait de devenir quelqu'un. Mais bon, visiblement, chez les jeunes, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis harcelé aussi par rapport au métier de son papa qui porte un uniforme. Donc voilà. Donc ça a été une période, je dirais, plus compliquée pour lui qui a été difficile parce que ça l'a pas aidé à avoir une communication simple et de se mettre en confiance vis-à-vis des autres ou de lui-même. Et ce qui peut être difficile aussi, c'est que si un de ses parents ou ses deux parents, on ne sait jamais, ont eu des problèmes à l'adolescence eux-mêmes, se posent beaucoup de questions, ont peut-être pas forcément les bonnes réactions non plus pour l'aider. Voilà. Et justement, vous avez fait quoi pour l'aider, Valérie ? Alors, d'après son père, j'étais un peu trop sur son dos. Voilà. Mais j'ai été quand même très à l'écoute. J'ai trouvé que on avait une communication malgré tout qui était facile. Malgré que ce soit un garçon, il me parlait facilement, il m'expliquait pas mal les choses, mais au moment du harcèlement, tout s'est arrêté. Là, c'est devenu le néant, impossible de savoir, et j'ai mis pas loin de, on va dire presque 2 ans à voir en fait qu'il s'était passé quelque chose, et c'est parce que ça a éclaté, on va dire physiquement entre mon fils et l'autre élève qu'on a su qu'il se passait quelque chose. Il devait avoir honte sans doute et il n'osait pas vous en parler. Oui, voilà, pas vouloir nous embêter, bon, voilà, ce genre de réaction qui souvent est assez courante chez les enfants malheureusement. Surtout ceux qui se font harceler, et vous l'avez dit, le sentiment de honte, de culpabilité, et puis l'idée de ne pas rajouter des problèmes à ses parents, c'est souvent des choses qu'on entend nous sur notre plateforme 3018 où justement on aide les adolescents qui sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Là aujourd'hui, il en parle comment de cette période, maintenant qu'il a 24 ans, donc ça s'est passé, est-ce qu'il arrive à comprendre justement Alors j'avoue qu'on n'a pas reparlé de ça parce que c'est vrai que la vie a fait que on a dû avancer. Et lui avec, parce qu'il a perdu sa grand-mère, son grand-père, ses arrière-grands-parents, tout ça au milieu du brevet, du bac et de l'orientation future au niveau des études. Donc j'ai été beaucoup à ses côtés par rapport à ça dans un premier temps. Mais néanmoins, il reste marqué parce que je le sens sensible et pas sûr de lui dès qu'il y a une épreuve en fait. Voilà. Donc ça sera rediscuté, ça certainement. Oui, bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'il y a un petit traumatisme qui peut se réactiver dès qu'il y a quelqu'un qui peut-être le critique trop ou sans aller jusqu'à dire qu'on le harcèle. Peut-être que ça vaudra le coup d'en parler, oui. Oui, tout à fait. Maintenant... Bon, après, néanmoins, il a choisi de faire des études en psychologie. Ah bah alors, tout va bien. Je ne sais pas si tout va bien, mais on va... Non, mais vous savez, moi je le dis, je peux le dire, puisque moi je ne suis pas psy, mais je pense que on n'est pas psychologue par hasard. De toute façon, c'est souvent parce que on a envie d'aller mieux, on a envie de comprendre qui on est. Donc, ce sera de toute façon une piste intéressante pour lui, pour apprendre à mieux se connaître et savoir où il en est. Oui, tout à fait.
Après, j'acquiesce totalement puisque je travaille en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Donc, ayant une enfance difficile, tout s'explique peut-être aussi comme ça. Bon, en tout cas, Donc, voilà. ça l'empêche pas d'avoir des projets, de pouvoir avoir suffisamment confiance pour parce que Alors, il choisit quand même. C'est compliqué. Ah d'accord, allez-y. C'est compliqué parce que là, donc, il a fait ses 3 années de licence. Il n'a pas eu de place en master au moment du Covid. Une première fois. Une deuxième fois, ça l'a miné énormément. Il a commencé à se dire que, en fait, on voulait pas de lui, qu'il était nul, que ceci. Alors que vraiment, je l'avais jamais vu aussi motivé. Contrairement aux études, on va dire, plus classiques avant. Et donc, il a fallu en fait que je réinjecte un peu de courage, un peu de, je sais pas comment le dire, mais je lui ai en fait tout simplement proposé sur cette deuxième année de se former en tant que maître nageur, parce que c'est un enfant qui a toujours nagé, qui a été surveillant de baignade, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc, il a réussi. Donc, j'ai senti que ça a regonflé quelque chose, au point de se relancer dans une demande à nouveau de master. Écoutez Valérie, on a l'impression en tout cas que vous êtes de bons conseils pour lui et que vous êtes présente et que la communication fonctionne bien entre vous. Peut-être que c'est plus compliqué avec son père, peut-être qu'il n'est pas assez viril aux yeux de son père et que ça crée comme ça peut-être un peu de distance. Alors, pas assez viril, je sais pas, je pourrais pas mettre de mots dessus. Non, mais c'est un mot un peu fort, bien sûr, que je mets... Mais de communication avec son père, non, ça c'est sûr. C'est plus distant ou moins existant, effectivement, ouais. Et votre fils qui veut devenir psychologue n'en a jamais consulté? Si, petit. Ah. Si. D'accord, mais avant l'épisode que vous nous avez raconté, c'est pour une autre raison. Avant. Oui, okay. Pour une autre raison, oui, tout à fait. Ouais. Et ça, est-ce que ça peut participer aussi à ce travail de plus de confiance en lui et je dirais à double titre, à la fois pour travailler justement où il en est de cette confiance en lui, et puis aussi, je trouve que c'est un bon apprentissage quand on veut devenir psychologue, d'être de l'autre côté du bureau, j'ai envie de dire, et de se rendre compte de ce que c'est qu'être un patient, de la solitude, de la souffrance qu'on peut, ou de l'inquiétude d'aller rencontrer un praticien. Et je pense que ça peut avoir aussi du sens. Et concernant son passage en licence, en master, qu'il se rassure, c'est difficile pour tout le monde parce que les places sont limitées, et que aujourd'hui l'université française prend tout le monde en première année. Il y a beaucoup de candidats en licence, et c'est non pas entre le bac et la première année que la sélection se fait, mais plus on avance dans les études et dans les années. Et je dirais que le plus difficile, c'est entre le master 1 et le master 2 où il y a encore plus de sélection. Donc, mais je sais que si on lui dit, il n'entendra peut-être pas de cette oreille, mais c'est le problème de tous les étudiants en psycho. Oui, et il le sait parce qu'il a eu des tuteurs qui lui ont dit de s'accrocher et qui lui ont dit que c'était un gamin qui valait et qui était bien à sa place. Mais bon, voilà, l'échec reste toujours en lui et le fait douter, en fait. Voilà. En tout cas, votre conseil de lui faire autre chose est excellent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un des problèmes des étudiants de psycho, c'est qu'ils ont tous à peu près le même profil, ils ont tous à peu près le même âge, ils ont fait à peu près les mêmes études, ils ont les mêmes les mêmes connaissances. Et ce qui va différencier un psychologue d'un autre quand il va commencer à rentrer sur le marché de l'emploi, c'est justement ces petites choses qu'il aura fait de différent. Voilà. Et sa singularité lui permettra de trouver du travail au-delà du fait en plus qu'il soit un homme et qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour les femmes que pour les hommes de trouver du travail. Donc je pense que c'est des chances que vous lui avez données pour plus tard. Merci beaucoup Valérie de votre témoignage. Merci à vous. Petite devinette avant les infos. Samuel Comblès, je la trouve mignonne celle-là. Quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire de parler à une femme pour la séduire? La réponse, c'est tout de suite après les infos. Et puis vous pouvez vous aussi témoigner. Est-ce que vous avez un de vos ados qui va pas bien, ou est-ce que vous avez des questions à poser à Samuel Comblès? 0826 300 300. À tout de suite. Radio. Je rappelle le numéro que nous propose Samuel Comblès si vous avez besoin d'être aidé. C'est le 3018, aide aux victimes de violences numériques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus et c'est normal puisque le numérique est partout. Oui, puis que les jeunes sont très utilisateurs, et c'est vrai que le 3018, c'est un numéro sur lequel des psychologues et des juristes vont aider à la fois les jeunes à pouvoir parler de leurs difficultés sans que les parents soient au courant, parce que les parents
parents sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur le numérique. Et puis pour les parents et aussi pour les professionnels, c'est l'occasion de poser des questions et de mieux comprendre justement les usages numériques des jeunes. Je rappelle aussi que vous êtes directeur des opérations de l'association e-Enfance et auteur également de ce livre « La sexualité de vos ados ». En parler, ce n'est pas si compliqué aux éditions Solar. Alors ça, j'ai jamais pensé que c'était vrai, mais c'est le titre. Il y a un point de d'interrogation, oui, c'est pour ça que c'est une question. C'est vrai, c'est une question. Alors, on va donner la parole à Frédéric, mais d'abord, je voudrais la réponse à ma jolie devinette. Je l'aime bien celle-là. Quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire de parler à une femme pour la séduire ? Vous n'avez pas de réponse, évidemment. Ouais, je donne ma langue au chat. Eh bien, quand on a un regard qui en dit long. C'est joli. Hein. Bien, c'est beau, oui. C'est joli. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour. Alors, vous inquiétez pour votre beau-fils, vous, Frédéric? Oui, 17 écoutez, ans. C'est ça, 18 ans bientôt. Donc, on va dire que depuis la 5e, ça a été un peu la descente, pas la descente aux enfers, mais ça a été de plus en plus compliqué avec il a redoublé sa 5e, il a été viré 2 fois d'établissement, déscolarisé, rescolarisé, un apprentissage qui s'est soldé par un échec. Et puis un environnement, on va dire, sa maman habite dans la ZUP, donc ses copains, ils en font partie. Et puis il est tombé dans la délinquance et le trafic de drogue. Il habite avec vous de temps en temps ou pas du tout? Alors on va dire qu'il y a eu un énorme changement depuis à peu près 2 mois. Puisqu'il est maintenant, il vit chez nous, donc avec le papa, avec moi. Et il y a eu un énorme changement puisqu'il a repris un apprentissage. Il a coupé les ponts avec ses anciens copains. Ça a été, on a eu quelques mois très très compliqués et là, on va dire, il donne l'impression d'être reparti sur de bonnes bases. Et c'est le fait d'être avec. C'est le fait d'être avec vous semblez relier le fait qu'il vit avec son papa avec le fait qu'il aille mieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Du tout. Il était en garde alternée, donc il était à la maison une semaine sur 2. Enfin, arrivé à un certain âge, il se gérait un peu. Mais disons que il y a eu des menaces. Il devait de l'argent, il avait des dettes. Il y a eu des menaces envers sa maman. Oui, donc il fréquentait vraiment des mauvais garçons, comme on dit. Voilà, complètement. Et en fait, voilà, il a fini par nous avouer que, comme on dit vulgairement, qu'il était dans la merde. Et on a fait le nécessaire pour payer ses dettes. Donc ça nous a quand même tout coûté. On a un peu acheté sa liberté, quoi. Et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux au niveau de sa maman. Et il vous semble reconnaissant de ce que vous avez fait, justement, Frédéric? Comment dire? Difficile. Hein. Ouais, c'est très difficile. Disons que pour la première fois de sa vie, il nous a demandé de l'aide. Voilà, on sentait qu'il était vraiment aux abois et qu'il a vraiment eu très très peur. Et puis après... ça fait partie de la vie, donc la violence. Il y a eu des règlements de compte entre bandes rivales. Un de ses meilleurs amis s'est pris 2 balles. Donc, et en fait, il a une certaine forme de banalisation de la violence qui est très très flippante. Voilà, c'est la vie. Il reconnaissait par le passé qu'il allait pas bien. C'est quelque chose qu'il pouvait dire, ça? Non. D'accord. Non, pour lui, c'est un dur. Il règle ses problèmes lui-même, il n'a pas besoin d'aide, il se gère. D'accord. Voilà. Et ses parents se sont séparés quand il avait quel âge? Il avait 5 ans. D'accord. Oui, donc très jeune, oui. Il y a un psychanalyste pédiatre anglais qui s'appelle Donald Winnicott qui explique très bien les actes de délinquance chez les enfants et les adolescents, et il dit notamment que les ados, quand ils ont des comportements comme ça délictueux, sont souvent, que ces actes sont souvent liés à une dette d'amour. Les ados ont l'impression qu'on leur a donné de l'amour et qu'on leur a repris cet amour. Alors c'est pour ça que je vous posais la question de à quel moment les parents se sont séparés. Est-ce qu'il avait l'impression d'avoir bénéficié justement de cet environnement chaleureux dans lequel il était aimé, et après, alors non pas qu'il ne soit plus aimé, mais il a eu
il peut avoir eu l'impression que la séparation de ses parents lui donnait une place moins importante, ou en tout cas que son papa, par exemple, se prenait de la distance avec lui. Et donc, ce que dit ce Donald Winnicott, c'est que les ados vont considérer qu'on a une dette vis-à-vis d'eux, qu'on leur a repris quelque chose qu'on leur avait donné, donc de l'amour, et puis on leur a repris cet amour, et que du coup, pour faire payer à leur environnement cette dette, eh bien, ils vont avoir des comportements comme ça qui vont agresser le cadre, qui vont malmener la famille, comme si on leur devait quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Écoutez, en tout cas, il ne l'a jamais exprimé. Lui, il est plutôt dans la... Je pense qu'à un moment, il était dans l'autodestruction, à fréquenter, à vraiment avoir des comportements très dangereux. Oui, on ne sait pas trop là, parce que ça peut aussi être une influence néfaste. Ça a dû jouer aussi, bien sûr. Parce que ce qu'il faudrait voir, Frédéric, c'est si vous avez l'impression qu'il va pas bien, c'est-à-dire par exemple qu'il se scarifie, ou qu'il mange mal, ou qu'il, voyez, c'est comment est-ce que vous avez... de ce côté-là, ça va. On n'est pas. En fait, c'est plus de la verbalisation. C'est-à-dire que... Donc c'est de la violence verbale, c'est plus ça qui caractérise vos inquiétudes. En fait, comment dire, il a souvent, et même très petit, je suis nul, je suis un con. Voilà, il dit ça souvent. On sent qu'il y a énormément de colère en lui, qu'il retourne souvent contre lui-même, d'ailleurs. Et là, en ce moment, c'est j'ai une vie de merde. Voilà, c'est un peu son leitmotiv. C'est j'ai une vie de merde, j'ai rien. Voilà, j'ai rien. Alors qu'il a tout ce qu'il veut, mais il a rien. D'accord, mais il serait bien qu'il puisse aller voir quelqu'un, je crois. Ah, il veut pas. Oui. C'est pas faute de le pousser, mais il en a pas besoin. Il est pas fou. Voilà, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou. Ouais. Alors ça c'est assez classique chez les adolescents, la peur d'aller mieux. Ça peut paraître un peu étrange comme phrase, parce que quand on va pas bien, on aurait tous envie d'aller mieux. Mais alors c'est valable à tous les âges de la vie, mais particulièrement à l'adolescence. Le fait d'aller mieux, c'est aussi perdre ses repères dont on parlait au début de l'émission. Et dans un moment de vie où on a justement besoin de les avoir très solides, ça peut être très déstabilisant pour un ado de se dire qu'un professionnel va le faire vaciller, le faire douter, etc. Je vous invite quand même à reposer cette question, parce que je suis assez d'accord, peut-être que justement pour réaffirmer ce nouveau départ, il aurait besoin de rencontrer un professionnel. Posez-lui 3 questions. Est-ce que tu veux un homme ou une femme en psychologue ? Parce que souvent on impose aux ados soit un homme soit une femme, et ça se passe pas forcément de la même manière, donc ça lui donne un peu le choix. Quelle serait la tranche d'âge du professionnel qu'il souhaiterait rencontrer? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'un peu âgé, pardon de le dire, qui lui fasse un peu penser à ses parents, ou au contraire quelqu'un qui soit peut-être un peu plus proche de sa génération? Et puis une dernière question importante, c'est est-ce que tu serais plus à l'aise avec quelqu'un qui te laisse dans un silence relatif, ou en tout cas qui ne parle pas trop, ou au contraire avec un psychologue qui soit beaucoup dans l'échange? Et tout ça, en fonction de ces réponses, je vous propose d'aller questionner soit votre médecin généraliste ou votre pharmacie, parce que les pharmaciens ont souvent un petit carnet d'adresses, et l'avantage c'est que c'est souvent des professionnels qui sont pas très loin de chez vous, donc ça lui permet aussi de pas devoir faire trop de temps de transport, et en fonction de ses réponses, cet ado, il aura déjà l'impression qu'on respecte un petit peu son désir, et que quand il sera devant le professionnel, c'est un peu un professionnel qu'il aura choisi lui-même, et non pas quelqu'un qui lui sera imposé par ses parents. Donc ça, c'est une possibilité. Et je ne sais pas où vous habitez, mais les maisons des adolescents sont aussi des lieux intéressants. C'est des lieux qui sont où vous allez pouvoir trouver des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec des ados, qui ont l'habitude de vivre avec ces espèces d'opposition d'ados qui ne veulent pas venir, et qui en général ne veulent pas venir la première fois, mais dès la deuxième, ils trouvent un plaisir et reviennent en général beaucoup plus favorablement. Donc les maisons des adolescents sont aussi des lieux ressources qui pourraient peut-être vous servir, ou peut-être servir aussi au papa ou à sa maman, ou peut-être même à vous, puisque certaines maisons des ados proposent aussi des accompagnements pour les familles. D'accord.
Merci en tout cas Frédéric de votre témoignage et merci des conseils de Samuel Comblès qui j'espère vont vous aider pour ce garçon qui a bientôt 18 ans. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vos questions bien sûr toujours au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Samuel Comblès est avec nous. Nous évoquons le mal-être des ados qui malheureusement est en nette augmentation en ce moment et on peut comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui dans notre société ne vont pas très bien. Bonjour Laurence. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes enseignante, je crois. Oui, je suis enseignante et maman de 3 enfants qui maintenant sont adultes tous. Le dernier récemment adulte. Et moi, je voulais dire une chose, c'est qu'on peut être particulièrement vigilant et passer à côté de choses. Ça, c'est clair. Et que ce n'est pas forcément grave. Alors moi, j'ai eu 3 enfants élevés dans les mêmes valeurs, le même cadre, avec le même mari, avec qui je suis depuis 30 ans, donc quelque chose de très... Stable. Oui, stable, voilà. Quelque chose de très stable. Alors, mon aîné avait la particularité d'être intellectuellement précoce. Et à 6 ans, on m'a suggéré de le faire tester. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit non, on est tous les branches. Donc j'ai laissé courir. Il a fait un cursus scolaire sans difficulté, sans embûche. Ma seconde, ça a été beaucoup plus compliqué. Elle a détesté l'école des début. Très compliqué, et donc elle nous a fait une adolescence flamboyante. Donc on a été très dessus, on lui a proposé de l'aide qu'elle a refusée, elle nous a fait toutes les bêtises, même plus que bêtises, que l'on peut faire, c'est-à-dire rappel à la loi par OPJ pour consommation de drogue, accident de la route, les urgences à 3 grammes, enfin la totale. Et on était hyper focalisés sur cet enfant. Le 3e fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Or, aujourd'hui, il s'avère que mon aîné, qui a 28 ans, a éprouvé lui-même le besoin de consulter. Il s'avère qu'il avait un trouble, il vient d'être diagnostiqué avec un trouble de l'attention très très élevé, compensé par un QI très très élevé aussi. Mais donc, il a eu une certaine souffrance avec ce trouble de l'attention que je n'ai absolument pas vu. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis totalement effondrée. Et il m'a fait cette réponse, il m'a dit « Mais maman, tu ne l'as pas vu » et ça m'a obligée à m'adapter. Donc, n'en fais pas une maladie. Je suis allée au bout de l'adaptation que je pouvais. Et puis maintenant, vu mon métier qui nécessite une forte concentration, j'ai ressenti un besoin. Tout ça pour dire que on peut être vigilant et passer à côté, que chaque enfant est totalement différent. Par contre, une chose que me disent mes 3 enfants, c'est qu'ils savent que nous serons toujours là. Et que s'il y a vraiment une difficulté, nous serons toujours là. Et même ma fille qui a été très difficile, ça a été extrêmement violent. Elle en est venue aux mains, enfin c'était très 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 dur. Elle nous dit non mais moi c'est pas grave, je sais que je vais être un langage un peu familier, même si je fais de la merde, je sais que vous serez là. Ouais. Vous serez là. Ouais. Et cette idée de pilier portée à des enfants. Voilà. Et alors c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les ados, c'est la nécessité pour eux de vérifier la solidité du cadre. Et visiblement, vous avez été un cadre très solide parce que vous avez résisté aux tempêtes que votre fille vous a renvoyées. Et c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant pour un ado de se rendre compte que même quand il agresse ses parents, les parents sont parfois démissionnaires ou en tout cas n'ont pas la bonne réaction. Et c'est vrai que de pouvoir tenir, même si c'est fatigant, même si on a envie parfois de baisser les bras, c'est extrêmement structurant. Et visiblement, c'est ce que disent vos 3 enfants, tous les 3 de la même manière, c'est que c'est grâce à ça qu'ils se sentent en confiance parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, quelqu'un va les porter d'une certaine manière et c'est ce que vous avez réussi à faire, donc bravo. Et je voulais juste revenir sur le trouble de l'attention de votre fils aîné. C'est un diagnostic récent? Ah oui, 28 ans, il vient d'avoir le diagnostic. Ouais, et est-ce qu'on est sûr que... parce que vous dites qu'il en souffrait quand il était plus jeune, mais ça c'est son souvenir à lui. Non, il en a souffert vers la fin de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il a fait un cursus très facile dans l'éducation jusqu'en 3e. Il avait 20 de moyenne, il ne forçait pas, il a appris à lire à 4 ans, enfin bref, la grande facilité. Par contre, quand il est rentré en seconde, ça a commencé à être plus compliqué, c'est-à-dire qu'il pouvait tomber très bas, puis quand on l'aiguillait un peu comme prof, il disait mais de toute façon tu n'y arriveras pas, tu pourrais quand même faire un effort, tu pourrais avoir 12. Là il avait un 18.
Voilà. Mais c'était pas limpide. Et c'est quand il est rentré dans le cursus de son métier, après avoir une grande errance entre le médecine, le fac de sciences, enfin une grande errance parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait plus. Et quand il est rentré et qu'il a été au conservatoire avec des classes de composition qui demandaient une concentration extrême qu'il n'arrivait plus à fournir pour écrire des partitions d'orchestre, etc., que là il s'est mis à rechercher ce qu'il avait. Et qu'il a fini par être diagnostiqué il y a quelques mois. Et il est sous Ritaline quand il en a besoin. Et il se rend bien compte que donc il a dû trimballer cette difficulté bien avant. Bien avant. Mais parce que tout à l'heure vous disiez, même quand on est très vigilant, on peut passer à côté de certaines choses, mais vous avez été très vigilant quand il était plus jeune et oui. le diagnostic à l'époque n'était pas posé puisqu'il ne le concernait pas en fin de compte. Mais c'était un enfant qui, en classe, rentrait en classe et mangeait son pull au vert. Le soir, il revenait en manches courtes. Il avait une instabilité motrice énorme. Et moi, qui suis enseignante, j'aurais dû avoir cette vigilance. Mais les résultats scolaires étant là, et lui ne verbalisant pas, parce qu'il ne pouvait pas se douter que c'était un trouble. Enfin, un enfant n'a pas conscience de ça, on en parlait moins qu'aujourd'hui aussi. Donc voilà, et comme il était très sage en classe, en fait il mangeait ses crayons, il mangeait son pull, mais c'est pas un enfant qui a posé problème, donc les enseignants non plus n'ont pas alerté. Oui. C'est tout le problème, souvent des enfants trop sages. Et comment vivait-il les frasques de sa sœur et tout ce qu'elle a provoqué dans la famille ? Très mal, parce que très mal. D'ailleurs, c'est lui, à un moment donné, il a dit ma sœur, je la reconnais plus, c'est plus ma sœur. Ils ont 3 ans d'écart, ils étaient très proches, ils ont toujours fonctionné ensemble. Le dernier est arrivé beaucoup plus tard, 10 ans plus tard. Donc, ils ont toujours fonctionné ensemble et ça a clashé au moment de l'adolescence parce que lui, il ne supportait pas ce côté volcanique. Lui, il est très britannique, très le flegme britannique. Ouais, un très grand flegme, voilà. Voilà. Et ce côté volcanique lui était intolérable. Et voilà. Et même il a vécu comme un petit sentiment d'injustice parce qu'il avait le sentiment que l'on tolérait d'elle des choses qu'on ne tolérait pas de lui. Parce que effectivement dans une famille il y a un côté puzzle. Quand une pièce est dysfonctionnelle, les autres se mettent à s'adapter autour. Tout à fait. Et puis vous avez raison aussi de le dire. Enfin, en tout cas c'est ça qui me vient, c'est que quand on a un des membres de la famille qui ne va vraiment pas bien, du coup ça oblige les autres aussi à se mettre un peu sous silence parce qu'on a bien conscience de l'énergie que ça représente pour les parents et du temps à passer pour celui qui ne va pas bien. Et parfois, c'est important aussi de pouvoir faire suivre les autres enfants, même quand on a l'impression que ça va pas si mal que ça. Mais c'est justement au moment où on va les faire suivre qu'il va se révéler des choses qu'on avait gardées pour soi, parce que, enfin moi, c'est souvent des choses que j'entends de la part des frères et sœurs. C'est moi, je peux pas trop dire que je vais pas bien parce que mes parents ont déjà beaucoup de choses à faire et de temps à passer avec mon frère ou ma sœur qui, elle ou il ne va pas bien du tout, quoi. Et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé pour votre fils aîné, c'est-à-dire que son trouble de l'attention, il pouvait pas trop l'exprimer à l'époque et il a certainement, comme il a dit très justement, réussi à compenser cela parce que vous aviez du temps à passer avec votre fille et que c'était déjà beaucoup de travail. Tout à fait, oui. Il y a cet aspect-là. Et juste une anecdote, je pense à ma dentiste qui me disait que, ayant un frère handicapé, alors là on était dans le champ du handicap, elle m'a dit moi je pouvais pas faire autrement que de devenir dentiste puisque je n'avais aucune difficulté. Donc il fallait que j'aille très loin dans les études. Voilà. Ah oui. Les trajectoires parfois sont pas totalement libres. C'est sûr que la fratrie a de l'importance, évidemment. Oui. Merci beaucoup Laurence de votre témoignage, merci à vous. On va faire une petite pause, on se retrouve avec le Love de conseils. Je vais vous proposer 4 modes de perception de la vie et puis on vous attend évidemment avec vos questions ou vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Comblèche, j'ai trouvé cette information assez intéressante sur 4 modes de perception de la vie. C'est un peu jungien d'ailleurs, je crois. En fait, c'est une manière de voir l'univers et donc il y a plusieurs manières de le voir. Il y a le mode concret ou physique, si vous voulez. Il y a le mode intellectuel ou rationnel, le monde émotif ou subjectif, et puis le mode spirituel ou relationnel.
Alors, on pourrait dire que les hommes sont plutôt dans l'un des deux premiers et les femmes dans l'un des deux derniers. Alors, évidemment, c'est encore une fois très stéréotype, ça, mais bon, c'est comme ça pour l'instant encore. Peut-être que dans 2000 ans, ce sera plus comme ça. En tout cas, ça montre bien qu'il n'est pas toujours simple de se comprendre et on pourrait même simplifier à l'extrême. Les hommes seraient dans un mode extérieur et les femmes dans un mode intérieur, pour bien schématiser, pour que tout le monde comprenne bien. Et donc, c'est mieux de s'adapter à l'autre parce que c'est difficile de changer son mode de perception. Je crois même que c'est pas tellement possible. En revanche, c'est possible de comprendre que l'autre ne reçoit pas les choses de la même manière. Alors, donc je vais expliquer, plutôt que de demander à un homme d'entrer dans une perception émotive, il vaut mieux, lorsqu'une femme se confie, d'utiliser la gestuelle, parce que par exemple, si elle se confie en s'appuyant sur son épaule, elle va se sentir forcément plus entendue et il va se passer quelque chose entre les deux. Il y aura un courant qui passe, voilà, à condition évidemment qu'il n'en profite pas pour lui caresser les fesses. Et de même, un homme ne doit pas attendre trop d'admiration pour un exposé intellectuel qu'il va expliquer à une femme. Il sera plus apprécié s'il l'expose en se tenant plus proche et plus tendrement de sa compagne. Par exemple, en lui tenant la main, c'est une manière de se relier et donc de rentrer dans un mode de perception qui sera un petit peu plus proche de celui de sa compagne. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez juste finalement. En tout cas, ça montre qu'il faut être à l'écoute de l'autre et pas forcément que à l'écoute de soi, ce qui est souvent malheureusement dans beaucoup de couples la façon dont les choses se déroulent et c'est vrai que ça peut être une façon, oui, de pouvoir entrevoir le monde d'une autre façon et de pouvoir s'adapter. C'est intéressant. Et comme on parle aujourd'hui des ados, je pense que les parents le savent très bien. Et d'ailleurs, Laurence vient de le dire. On a parfois plusieurs enfants et puis ils n'ont pas le même mode de perception. Il va pas falloir communiquer avec eux de la même manière. Oui, et puis je pense que quand on est parent, il faut veiller bien évidemment à ses enfants avec l'idée que on a envie qu'ils aillent le mieux possible et en se détachant aussi beaucoup de l'idée qu'on va être des parents parfaits parce que d'abord ça n'existe pas et que c'est impossible et que c'est pas l'idée. Je parlais tout à l'heure de Winnicott qui parlait de parents suffisamment bons et je pense que si on est déjà suffisamment à l'écoute et suffisamment adapté au bon développement de son enfant, c'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est de pouvoir privilégier la communication pour pouvoir de temps en temps rectifier un peu, mais en tout cas, vraiment de se dire que être parent, c'est un métier difficile, je trouve de plus en plus d'ailleurs, et que on fait, voilà, on s'adapte en permanence et on fait ce qu'on peut. Mais je crois que vous avez déjà donné 2 infos, mettre un cadre assez clair, le cadre qu'on a envie de mettre en tant que parent. On a le droit de mettre le cadre qu'on veut, et puis ensuite leur rappeler que on sera toujours là quoi qu'il arrive. Et si on fait ça, je crois que c'est déjà pas mal. Exactement. Bonjour Magali. Bonjour. Alors vous avez reçu cette magnifique fleur toute noire. C'est pas un muguet, non, pas vraiment, mais c'est vrai que c'est assez joli. Oui, très joli. Ouais, c'est une tulipe. C'est une tulipe. Exactement, oui. D'accord, c'est une tulipe. En fait, c'est plus exactement un stimulateur clitoridien Heart and Flowers de la marque 50 Shades of Grey que l'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Voilà, mais c'est vrai que ça ressemble à une fleur et donc c'est un stimulateur clitoridien. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très bien, très bien. Nous, on l'a utilisé pour les premières avec un compagnon. Oui. Ça nous a plu. Voilà. Donc, c'est une sensation que je ne connaissais pas. Donc, plutôt ravie. C'est un peu le système womanizer, c'est-à-dire que c'est une petite ventouse que l'on pose sur la vulve ou sur le clitoris, enfin chacun dans cette zone-là et qui donc par son effet ventouse stimule les muqueuses. C'est ça. Vous êtes timide, Magali ? Comment ? Je m'excuse, j'ai pas bien compris. C'est pas grave. Et alors, donc ça vous a plu ? J'imagine, d'après ce que vous m'avez dit, que vous l'avez essayé avec votre compagnon ? Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il a utilisé? C'est lui ou c'est vous? C'est lui plutôt, oui. D'accord, il s'en est servi sur vous, d'accord. Exactement. D'accord. Bon, donc ça a bien fonctionné. Bon, ça a bien fonctionné, oui. Est-ce que le fait que l'objet soit joli a joué un rôle? C'est vrai que moi je l'ai trouvé plutôt élégant pour un jouet. Et je pense que ça joue, oui. Parce que j'ai un peu de mal avec ça et c'est vrai que là ça ressemble pas du tout à un jouet ordinaire. Je me dis aussi que si on le laisse traîner malencontreusement, ça fait pas penser, enfin on l'a dans le studio, ça fait pas penser à un sextoy, ça fait penser à un objet qui pourrait presque être décoratif. Vous avez raison, si on connaît pas, moi qui connais un peu, j'aurais deviné, mais si on connaît pas, non. Voilà, ça reste. C'est décoratif. C'est l'avantage. Et alors, il y a 6 niveaux d'intensité, 4 modes de vibration, donc ça permet de l'utiliser de différentes manières. Donc, je pense que vous avez encore des belles soirées en perspective, Magali. Oui, tout à fait. Oui. Puisque, évidemment, on vous laisse. Et c'est vrai que la matière, tout ça, c'est vraiment très, très sympathique. Bon, vous me donnez sa note quand même, Magali. Alors, je vais pas mettre un 10 parce que le seul petit bémol pour moi, ce sera au niveau du bruit. Je trouve qu'il fait pas mal de bruit. Mais sinon, je vais lui mettre un bon 8 quand même. Oui. 8 sur 10, d'accord. Voilà. Il fait pas tant de bruit que ça. Il y en a qui sont bien plus bruyants. Mais bon, moi je le trouve, c'est vrai, je le trouve assez mignon. Voilà. Bon, si vous voulez en tout cas vous le procurer, vous pouvez aller sur le site rudesplaisirs.com. C'est le stimulateur clitoris Heart and Flowers de la marque 50 Shades of Grey et il vaut 54,90 €. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Merci à vous. Au revoir, Magali. Et on va continuer avec Pierre qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, c'est votre fils qui a eu une période difficile lorsqu'il avait 15 ans, beaucoup de drogue, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, au départ, nous, personne ne fumait à la maison. Et donc on voulait évidemment pas, on voulait essayer de préserver, disons, nos enfants de ce genre de choses. Et petit à petit, en fait, on a découvert qu'il fumait du tabac. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que du tabac. Donc on a essayé de le sensibiliser, tant bien que mal, parce que vu qu'il était ado et qu'il était souvent avec ses copains, c'était assez compliqué de contrôler ça. Et jusqu'au jour où le pire s'est produit, c'était le 5 décembre de cette année, l'année dernière. Et là, en fait, il y a une descente une perquisition chez mon ex-compagne. En fait, on s'est rendu compte, on a découvert en fait que mon fils dealait. Il s'était pas contenté. En fait, il avait vraiment accéléré le mouvement. Il était vraiment tombé là-dedans beaucoup plus que l'on pensait. Oui, il n'était pas simplement consommateur, il était passé de l'autre côté. Oui. Voilà, donc au départ, il était vraiment consommateur. C'était uniquement ça. Voilà, moi, j'ai quand tu fumes, je dirais modérément. Je vais pas non plus en faire caca nerveux. On a tous une autre expérience de jeunesse, mais je tombe dans l'excès. Et là, c'est vrai que quand la descente est arrivée, là, ça nous a mis un gros coup de froid et on s'est rendu compte qu'on était vraiment passé à côté de quelque chose, quoi. Alors mon fils, c'est quelqu'un d'assez discret, il est assez timide. Quand il connaît pas, il est assez, c'est pas quelqu'un qui va se confier facilement. Et là, pour le coup, on est vraiment passé à côté de ça. Et on s'en est pas du tout rendu compte, aussi bien mon ex-compagne que moi-même. On savait qu'il fumait, mais bien sûr. Mais le fait que la loi soit passée par là, ça peut aussi peut-être l'aider à rentrer dans le rang, si je puis dire. Alors, je vais dire, ça a été une excellente chose pour nous. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il allait, il était en contact avec un autre dealer. Cet autre dealer, pour être tout à fait honnête, allait arrêter son marché. Et la police nous a appris que c'est mon fils qui allait reprendre la suite. Ouais. Et c'est fait juste avant que la police est arrivée, en fait, juste avant que le transfert se fasse. Donc je dirais, c'est vraiment tombé vraiment quand il fallait. Et comment la justice est passée justement? Vous avez été convoqué au commissariat, il y a eu une admonestation, il y a eu une condamnation, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en fait il y avait une caméra qui avait été installée devant le domicile du dealer et en fait ils ont surveillé les allées et venues pendant 1 an. Donc ça a vraiment pris du temps avant qu'ils descendent. Et ensuite effectivement oui, donc ils sont arrivés à 6h du matin chez mon ex-compagne, perquisition dans toute la maison. Et moi à 9h, 9h30 j'ai été convoqué en fait au commissariat pour être entendu. Voilà, c'est ça. Et donc votre fils a aussi dû répondre de ses actes, mais c'est pas allé plus loin. Tout, voilà. Il n'a pas été déféré.
Si. Il a fait 2 jours et demi de garde à vue, il a été différé au tribunal et il a pris 10 mois de bracelet. Ah oui. Voilà. Ah oui, il a été condamné, oui, d'accord. Oui, il a été condamné, oui. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire, par rapport à d'autres personnes, c'est qu'après, quand on commence à en parler, les langues se délient. Moi, j'ai entendu des choses où des gens avaient bien plus et ils avaient pris quasiment rien. Mais ceci dit, voilà, pour le coup, mon fils a pris énormément, il a pris très cher. Ceci dit, je pense que c'est une très bonne chose. Pour moi, ça ne recommencera pas. Voilà. Et vous avez l'impression qu'effectivement, la justice, pour le coup, a été réparatrice dans le sens où il y a un avant et un après et que son discours aujourd'hui est différent? Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a compris, voilà, qu'il y avait des choses qu'il fallait pas trop toucher. Aujourd'hui, donc, il a complètement arrêté tout ça. Par contre, maintenant, il consomme du CBD. D'accord. Là, pour le coup, on va dire, là, c'est légal. Voilà, je veux pas l'en empêcher. Mais par contre, oui, je suis vraiment content que la police soit arrivée à ce moment-là. C'est vrai que c'est pas toujours amusant. C'est une période qui est très très dure à vivre. Parce que voilà, mon fils est en garde à vue, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a aucun contact avec lui. Par contre, après, voilà, quand le juge arrive, qui nous explique tout ce qui se passe et tout ça, on est tombé sur une super équipe au tribunal. Et là, voilà, ils ont été extrêmement pédagogues, même tous ceux qui le suivent et tout ça. Dès qu'on a une question, ils répondent très facilement à tous les problèmes de drogue, en fait, quelles qu'elles soient, et de manière très très humaine. Et ça, franchement, je tire mon chapeau. Ils sont souvent en tape sur la police, mais là, pour le coup, on est tombé sur vraiment des belles personnes qui sont très sensibles, en fait, et qui nous expliquent vraiment toutes les procédures, comment ça se passe, avec beaucoup d'humanité. Et du coup, je pense que ça a aussi aidé beaucoup mon fils de tomber dans les bras, si je peux dire, de bonnes personnes. Voilà. Et dans l'après-coup, quelques mois après, il arrive à donner du sens à la raison de ce trafic, parce que vous semblez être un papa présent. Je vais supposer que vous n'avez pas de problème d'argent, qu'il en a certainement pas non plus. Enfin, c'est pas pour des problèmes financiers. Non. Enfin, de ce côté-là, voilà, on peut dire qu'on roule pas sur l'or, mais voilà, on vit normalement comme tout le monde. Okay. On a tous payé des restos quand on a envie de le faire, quoi. Mais oui, ce qui a fait que mon fils en fait est vraiment tombé là-dedans, c'est l'argent facile. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que là, l'argent tombe vraiment bien. Et pour vous donner juste un exemple, en fait, le dealer, en fait, qui allait remplacer, je dirais en moins de 6 mois, avait gagné plus de 70 000 euros. Ah oui. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on voit ça. C'est tentant, surtout quand on est jeune et qu'on connaît pas bien les risques, en fait. Votre fils connaissait pas les risques qu'il encourait à dealer de la drogue. Ouais. Il avait conscience de ce que la loi prévoyait Je pense qu'il le savait, mais en avoir confiance, je pense pas. D'accord. C'est vraiment quand il s'est retrouvé en garde à vue et qu'il a compris que voilà, là ça rigolait pas. Je pense que là, oui, ça l'a vraiment refroidi et fait réfléchir. Mais ce dealer donc qui lui passait le relais, c'était un copain à lui, c'était. En fait, c'était on va dire son beau-frère. C'était le copain de la sœur de sa copine. Voilà. D'accord. Okay. Et est-ce que cet épisode a changé les relations que vous avez aujourd'hui avec votre fils ? Non, du tout, absolument pas. Non, ça n'a rien changé. C'est pour mon fils, je l'aime toujours autant et voilà, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord. Ah oui, alors dans ce sens-là, mais mon hypothèse c'était que peut-être aussi votre fils était peut-être plus capable de s'ouvrir à vous, de parler, vous parliez tout à l'heure d'un garçon plutôt discret. Est-ce que vous avez l'impression que du coup, il s'est passé quelque chose de grave, il a été condamné, c'est comme ça, on n'aurait pas fait que ça ne se passe pas, ça s'est passé. Est-ce que du coup vous avez l'impression que ça a été une espèce de moments comme ça pour initier peut-être une autre forme de relation avec vous, plus dans l'échange et dans la communication? Alors, je vais pas dire que ça a évolué parce qu'on n'a pas plus d'échanges qu'avant. Par contre, je pense qu'il a compris à quel point je peux aimer malgré ce qui avait pu se passer. C'est que, voilà, c'était déjà les... Quoi qu'il en soit, vous restez son père. Exactement. Voilà. Même dans l'adversité. Voilà, et là, je pense qu'il l'a d'autant plus compris. Même s'il le savait avant, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un absolu. Alors, on aurait préféré qu'il le découvre autrement, mais au moins, s'il faut toujours trouver du bon dans ce qui nous arrive, c'est au moins cette chose positive. Il me semble que de toute façon, c'est quand même plus tôt dans les épreuves qu'on grandit, Samuel Comblez. C'est pour ça qu'à l'adolescence, on prend parfois tellement de risques, parce qu'on a envie de grandir. Mais c'est un très beau témoignage, Pierre. Merci beaucoup et merci d'avoir cette ouverture d'esprit et de l'avoir pris comme ça, parce que ça n'a pas dû être si simple que ça non plus.
Merci beaucoup. Merci à vous. On va conclure dans un instant avec Marianne qui nous a rejoint tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Samuel Comblaise, nous évoquons donc les adolescents et on va conclure avec Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour. Vous vous couchez tôt, Samuel Comblaise, 16h. Pardonnez-moi. Donc vous travaillez avec des jeunes adolescents, Marianne, hein? Oui, parce que moi mes enfants sont plus grands, même si le dernier qui a 21 ans souffre un peu d'anxiété sociale, et c'est quelque chose que j'ai découvert avec lui. J'avais pas connu ça avec mes aînés. Mais dans le milieu plus professionnel, donc je suis sur 2 structures, donc une en collège et une en lycée, très défavorisée. Le lycée est très très défavorisé, et je constate quand même des comportements qui n'ont plus de règles. En fait, il n'y a plus de règles ni vis-à-vis des adultes, ni vis-à-vis de leurs camarades également. Alors là, c'est une question que je vais poser évidemment à Samuel Comblaise, Marianne. On dit toujours qu'il y a des problèmes aussi bien dans des familles socialement élevées que dans des milieux défavorisés. Je suis pas très convaincu, moi. Ouais, moi non plus. C'est vrai je parlais du harcèlement par exemple et des situations que je connais bien. Les études montrent que quand même dans les familles alors monoparentales, parce qu'on met beaucoup l'accent sur ces profils de famille, c'est vrai que les problématiques sont quand même plus fréquentes et bien évidemment il y a des problèmes dans toutes les familles, mais c'est vrai que les situations dans des milieux socio-économiques plutôt défavorisés et encore une fois avec des familles qui élèvent seuls, enfin des parents qui élèvent seuls leurs enfants, malheureusement c'est quand même des familles plus vulnérables. Souvent des mères, osons le dire. Oui, clairement. Bien sûr. Allez-y Marianne, je vous en prie. Oui, alors et c'est vrai que moi je vais un petit peu dire des choses qui sont pas très sympas, mais je trouve que l'institution ne nous aide pas non plus. Nous, les années scolaires, finalement, ça paraît long et c'est court à la fois, et le temps que les dossiers soient mis en place, l'année file parce qu'il y a énormément de dossiers, ils font des réunions tout le temps pour pouvoir apporter de l'aide aux jeunes, mais je trouve que concrètement, on peut pas faire grand-chose. Et moi, ça me désespère un peu. Je suis prof dans un établissement, on sent qu'il n'y a plus d'envie de rien et qui n'ont plus d'envie de rien, c'est-à-dire les élèves n'ont pas envie. Oui, non. Et du coup, cette inactivité face à des apprentissages, ce qu'on aurait pu appeler une posture d'élève auparavant, et il la transforme en... ils ont des paroles extrêmement dures entre eux, ils sont vulgaires. Et là, il n'y a plus de différenciation non plus entre filles et garçons. Ouais, alors, bien sûr, beaucoup de drogue, beaucoup de harcèlement. Pourtant, vous avez l'impression que ça s'est beaucoup aggravé ces 3-4 dernières années? Ah oui. Ah oui. Je trouve que c'est même très, très inquiétant. Je vous dis sincèrement, ça me fait peur. Et je suis d'accord. Enfin, je partage votre analyse et malheureusement en plus votre témoignage, je l'entends de la part d'autres professionnels comme vous, d'autres enseignants qui relèvent. Et c'est même pas depuis 3-4 ans, c'est depuis ces 2 dernières années. C'est assez récent, d'une difficulté même à tenir les classes, à avoir l'impression que les jeunes n'ont absolument aucune référence de bonne conduite. De marques de respect, de choses comme ça, avec des professionnels dans les établissements scolaires qui ont du mal à tenir les classes, mais comme rarement, enfin comme jamais ça n'a été le cas auparavant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez qui s'entend de plus en plus. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui se mettent effectivement en difficulté, qui se disqualifient, qui se sabotent, avec des jeunes qui
considèrent que la destructivité, c'est une façon justement d'être dans une forme d'action, dans une forme de revendication parfois. Évidemment, ça se fait contre eux et c'est vrai que c'est très préoccupant pour nous qui sommes adultes et qui avons, je dirais, la mission de les faire avancer et de leur permettre d'être des citoyens adultes sur lesquels voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant et parfois désespérant de se dire qu'ils se mettent dans une telle difficulté et avec, et là je vous rejoins aussi, un manque d'envie qui est là aussi très compliqué à travailler parce que quand on n'a pas envie, faire naître de l'envie c'est difficile, surtout sur celui qui n'en a pas. Mais tout ça c'est quoi? C'est une colère sourde qui vient de très loin, j'imagine. Oui, alors il y a une colère, il y a une forme de désespoir, j'aurais envie de dire, je sais pas, d'anxiété de l'avenir. Tout ça lié aussi à une société qui elle aussi est de plus en plus perdue, avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de colère et d'agressivité. On l'a encore vu hier dans les manifestations, pour parler de choses très actuelles. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que les adolescents échappent à ce mouvement. Les adolescents, ils sont à l'image de la société dans laquelle ils vivent. Est-ce que quelque part, Marianne, Samuel, c'est pas finalement le manque de verticalité qui finalement à un moment donné entraîne tout ça? Oui, oui, probablement. Oui, allez-y, Marianne. Non, excusez-moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, ils ont un refus systématique, de toute règle. Mais absolument toute règle. Et ça se retourne contre nous, en fait. Ils n'acceptent plus du tout qu'on leur dise tu vas t'asseoir là ou tu fais ça. C'est même dans des choses très basiques, c'est refusé. Je partage aussi cette idée et je rajouterais aussi que non seulement il ne faut pas leur faire leur imposer un certain nombre de choses, et je trouve aussi que les adolescents sont en demande d'amour extrêmement forte, beaucoup plus que les générations précédentes, avec un besoin pour eux d'être en permanence rassurés sur le fait que le lien d'affection qui nous lie à eux perdure, et que même si de temps en temps on s'autorise à leur faire quelques remarques, d'abord c'est aussi pour les aider à avancer et à grandir, parce que les règles sont aussi protectrices, mais que même si on leur fait une remarque négative, on les apprécie encore, on les aime. Alors c'est parfois compliqué dans votre métier de dire qu'on aime ses élèves, il faut le dire avec prudence, quoi. Voilà, c'est pas bien vu, l'institution est pas très bienveillante. Or les ados, ils attendent ça, ils ont besoin de marques de marques qui sont quasiment des marques d'affection comme pourrait en avoir un enfant avec ses parents. Donc c'est difficile en tant que professionnel de pouvoir aussi leur apporter cela. Et c'est vrai que c'est pas évident ni pour les professionnels ni pour les adolescents qui sont du coup dans une espèce de recherche de quelque chose qu'on a du mal à leur donner. Marianne, c'est intéressant parce que votre témoignage met un petit peu de noirceur, parce qu'on a entendu plutôt des témoignages assez rassurants, avec des parents présents, etc. Non, mais c'est la réalité, vous avez raison, c'est une réalité. Je trouve ça important parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait peut-être dire qu'il y a eu une démission de beaucoup de parents, non? Oui, il y a une démission des parents, il y a une éducation qui a manqué peut-être d'amour et de frustration. Je pense que le Covid vraiment a donné un nouveau sens, un nouveau virage à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense qu'on s'est pas encore bien réveillé de ce qui nous est arrivé. Je pense qu'il y a plein de changements qui ne sont pas encore complètement arrivés à nos yeux, et je pense qu'on est en train de vivre les conséquences de quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment conscientisé collectivement, et notamment au niveau des jeunes. Je pense qu'on a juste les manifestations, on voit que les jeunes vont pas bien, on sait qu'il y a des tentatives de suicide en augmentation, des troubles dépressifs et anxieux qui sont aussi en augmentation, mais on a du mal à analyser la raison, même si on se dit le Covid c'est fini, c'était maintenant il y a 3 ans, ça a passé, et pour autant on sent encore des jeunes qui ont été pour certains traumatisés par cette période, et dont ils ont du mal à faire quelque chose, à se reprendre et à avancer. C'est vrai que je trouve qu'on a encore besoin d'être très présent et de les accompagner pour les rassurer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'angoisse derrière tout ça, beaucoup de tristesse aussi.
Bon, eh ben c'est peut-être le sujet de la prochaine émission. Samuel Comblaise, quel sens donner à demain, hein, puisque moi je le dis souvent, hein, c'est les ados qui sont notre avenir, et s'ils vont mal, ben, c'est peut-être pas très bon signe, donc il serait peut-être bien de les aider à aller mieux. Merci Marianne, merci beaucoup. Samuel Comblaise. Je rappelle donc à la fois ce numéro, le 3018, qui aide aux victimes de violences numériques, et puis vous êtes également directeur des opérations de l'association e-enfance, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas, il y a toujours des gens pour vous répondre. Voilà. Oui, tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Bruno Martin et on évoquera l'éjaculation précoce. C'est un tout autre sujet, mais ça concerne aussi beaucoup d'ados.